messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Djibouti, refuge pour les ressortissants étrangers en détresse. Et enfin, pour les actualités internationales, l'épave d'un navire retrouvé au large des Philippines. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, la guerre du Soudan met la lumière sur la République de Djibouti qui est devenue un point de chute pour les opérations de rapatriement des ressortissants étrangers se trouvant dans ce pays. La République de Djibouti est un pays connu dans la communauté internationale pour ses multiples efforts de préservation de la paix, d'accueil de réfugiés et pays de passage de ressortissants étrangers vivant dans les zones au conflit de la région. Depuis 2 jours, on constate un bailli incessant des gros avions à l'aéroport international de Djibouti qui est devenu un point de chute pour les gros avions militaires de nombreux pays avec pour objectif l'évacuation des ressortissants étrangers pris dans l'engrenage de la guerre au Soudan. Les avions militaires en provenance de Norvège, la Suède, les États-Unis, la France et l'Italie, mais aussi le Japon et le Canada, atterrissent depuis hier à l'aéroport international de Djibouti et sont stationnés sur les pistes en attendant le départ vers le Soudan pour évacuer leurs ressortissants. Environ une dizaine de grands avions militaires ont atterri depuis hier à Djibouti. Ces avions destinés à rapatrier leurs ressortissants qui sont pris dans un affrontement qui sévit depuis une semaine dans le pays frère qui est le Soudan. Comme nombreux pays de la communauté internationale, des consignes ont été données à tous les diplomates de ces pays et ressortissants ainsi qu'au personnel humanitaire de se préparer à l'évacuation via la République de Djibouti qui a toujours été une terre d'accueil et d'échange. Actuellement, les personnels de l'aéroport et de la tour de contrôle sont débordés à gérer ces avions qui atterrissent à l'improviste. Faute de place, certains avions ont été détournés vers d'autres aéroports de la région. Certains de ces avions ont décollé d'autres attendent l'autorisation pour décoller pour s'approcher de plus près des pays limitrophes du Soudan. L'arrivée d'autres avions sont aussi annoncés par les responsables de l'aviation civile. L'arrivée de ces avions demande que la République de Djibouti a été un pays en paix dans une Afrique de l'Est tourmentée par des conflits sur un pays de passage pour les ressortissants de la communauté internationale en difficulté à cause de cette guerre fratricide qui oppose 2 forces militaires du Soudan. L'aviation civile précise également ainsi aussi que malgré ces afflux d'avions, les opérations de la navigation civile vont continuer. Actuellement pour l'aéroport, le gros du travail consiste à gérer le stationnement de ces aéronefs. Depuis hier, plusieurs chefs d'État étrangers européens sollicitent le président Guelleh pour leur faciliter le passage de ces avions pour évacuer leurs ressortissants depuis le Soudan. Pour plus de précisions sur le mouvement des avions depuis écoutons les explications de Bilan Mohamed Moumin, directrice de la navigation aérienne. Depuis le 15 avril 2023, la semaine dernière, l'espace aérien soudanais est fermé. Les routes aériennes qui passaient au-dessus du Soudan sont fermées en conséquence. Donc les avions ont été déroutés du Soudan et passent désormais sur Djibouti, ce qui génère un flux très important de survol, mais aussi d'atterrissage, parce que toutes les représentations internationales veulent évacuer leurs représentants du Soudan. Et donc les avions, il y a beaucoup d'atterrissages ici à Djibouti. Donc nous travaillons de concert. L'aviation civile exactement travaille de concert avec toutes les autorités locales, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le cabinet militaire de la présidence et toutes les autres institutions comme l'aéroport international de Djibouti et acteurs qui rentrent en compte pour donner les autorisations ou même assurer les parkings. Nous leur assignons des slots pour pouvoir fluidifier ce trafic-là et gérer au maximum leur stationnement ici à Djibouti et surtout pour aider les agents sur le terrain à travailler plus simplement et plus efficacement. Donc les avions viennent du monde entier, à savoir du Japon, de la Corée, de la Norvège, du Canada, de l'Angleterre, de la France notamment, et plein d'autres pays comme les États-Unis et autres. Là tout de suite au parking, il y a 11 avions. Et pour la plupart, c'est des avions militaires, sans compter les avions réguliers, les vols réguliers. Et nous assurons pour que ce flux énorme d'avions qui atterrissent et qui redécollent n'impacte pas nos avions commerciaux
qui, eux, viennent à leurs heures habituelles exactement. Santé à présent, hier, le ministre de la Santé a présidé la cérémonie de clôture de la formation sur les bonnes pratiques en santé et de reproduction au profit des matrones de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur. Cette formation a été financée par l'Organisation internationale pour les migrants à travers le projet Solutions pérennes pour les populations hautes, réfugiés et les migrants les plus vulnérables à Djibouti dans le cadre de sa politique de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Était présent à la cérémonie la chef de l'OIM, Madame Tanja Pacifico, la responsable santé de l'UNFD, Mme Youssouf, les directeurs, les différents cadres du ministère de la Santé également. Cette formation avait pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité maternelle dans les 5 régions de l'intérieur et de la ville de Djibouti à travers l'amélioration de leurs compétences sur la santé de la reproduction et la prévention des risques infectieux chez la mère et le nouveau-né. Le ministre de la Santé a exprimé sa satisfaction sur le déroulement de ces 3 jours de travaux intenses qui a réuni une trentaine de matrones venues des 5 régions de l'intérieur et de Djibouti-Ville. C'est dans cette optique que le département de la Santé s'est engagé comme priorité la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en ciblant l'amélioration de l'offre de soins et de la qualité et de l'utilisation des services maternels et néonataux et a déployé tous les efforts pour consolider les acquis réalisés en faveur de la santé maternelle et néonatale jusqu'à présent, mais aussi combler les insuffisances. On écoute à présent l'intervention de la représentante de l'OIM qui a mis l'accent sur l'importance de cette formation au profit de ces matrones et continuera à appuyer le département de la santé. C'est une formation visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de la santé reproductive et au profit des matrons dans les 5 régions à Djibouti-Ville. Ça nous aide aussi à travailler sur la priorité nationale de réduire la mortalité maternelle et la mortalité néonatale et toute la morbidité et la mortalité associée. J'espère que les 3 jours que vous avez passés ensemble vous ont permis de renforcer les connaissances et d'échanger sur ça. Le travail que vous faites est vraiment très important et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites dans les régions et pour tous les gens qui ont besoin de vous. Comme on dit dans la santé publique, la santé de un est la santé de tous. Alors c'est très important pour nous de soutenir ce travail important et de soutenir aussi la formation continue dans tout le territoire national. Alors, messieurs, Excellences, merci de nous permettre de soutenir cette initiative et de partager aujourd'hui les mots de clôture avec vous. Merci. Ensuite, le ministre de la Santé a souligné que cette formation des matrones permettra de lutter contre la mortalité maternelle et infantile, car les matrones sauront détecter les grossesses à risque et les accouchements qui se présentent mal. Je suis très ravi de clôturer ce midi cette formation de 3 jours qui était destinée à la pratique et au renforcement de capacités des matrones qui déjà travaillent dans les structures ou bien dans les petits postes de santé qui se trouvent dans les zones les plus reculées de notre pays. Comme vous le savez, la santé de la mère et de l'enfant est une priorité pour nous. Et par-dessus tout, l'accouchement ou la femme enceinte est également une priorité parmi la santé maternelle et néonatale. Les matrones jouent un rôle très très important dans le dispositif de prise en charge des femmes enceintes, puisque dans les secteurs où nous n'avons pas de sages-femmes, dans les zones très reculées, dans les petits postes de santé, c'est vous qui officiez faisant fonction de sage-femme. Et vous faites déjà un travail formidable parce que vous aidez vos concitoyennes tous les jours à accoucher convenablement. Le ministère de la Santé va faire ce genre de formation de façon répétée. Nous allons continuer à former les sages-femmes parce que nous formons également, récemment, il y a quelques mois, nous avons terminé les formations donc, des sages-femmes. Elles sont formées également tous les ans
il y a des recyclages, et nous allons les faire également pour vous, les matrones, ces recyclages qui sont très très importants pour mieux prendre en charge les femmes enceintes et les nouveau-nés. Ensuite, dans ce journal, toujours dans le cadre de la formation sur la biologie marine et l'écologie des récifs coralliens, dispensée par l'équipe du Centre transnational de la mer Rouge, au profit des étudiants de la deuxième année en biologie de l'Université de Djibouti, une journée carrière a été organisée pour donner aux étudiants un panel de pistes de carrière large. La 5e journée de l'atelier a été une occasion pour les étudiants de voir et écouter les expériences de plusieurs personnalités du milieu professionnel sur l'écosystème maritime. À cette occasion, plusieurs panélistes issus des institutions du gouvernement chargées dans le domaine maritime et des organisations onusiennes, telles que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de la Culture et de la Pêche, du CERD, du PNUD, de la Garde-Côte, mais aussi de l'IGAD, se sont succédés au micro pour partager leur expérience avec les étudiants. Guillaume Brandy, chercheur du Centre transnational de la mer Rouge et membre de l'Institut suisse et EPFL, nous a témoigné que cet atelier consiste en cours introduction d'une semaine destinée aux étudiants du deuxième année des licences de l'Université de Djibouti. De recherche qu'on a effectué à Djibouti, on a décidé de faire avec l'Université du Djibouti un atelier pédagogique à l'Université du Djibouti pour entamer l'enseignement du milieu marin et du récif corallien de Djibouti aux étudiants de la deuxième année de licence. Et c'est un enseignement qui est très important pour donner à ces étudiants une première connaissance sur l'environnement marin. L'idée, c'est qu'ensuite, on développe en collaboration avec l'Université du Djibouti et tous les acteurs de la conservation des environnements marins à Djibouti, une licence qui mène vers un master, doctorant et professionnalisant, pour que les étudiants puissent participer activement à la protection de l'environnement marin de Djibouti. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Poursuivons avec cette actualité nationale. Le docteur Salah Saïd, directeur du Centre de recherche en énergie et l'environnement de l'Université de Djibouti, nous a expliqué l'objet de cet atelier et son importance pour les étudiants en biologie deuxième année. En septembre dernier, le MED, le CERD et l'Université de Djibouti ont participé avec une équipe de l'École polytechnique fédérale de Lausanne à une mission scientifique sur l'état de santé des récifs coralliens de Djibouti. Dans la continuité de cette mission, toujours avec nos partenaires djiboutiens, nous avons organisé un atelier à l'Université de Djibouti pour les étudiants de deuxième année de licence biologie. Cet atelier a commencé dimanche dernier et prendra fin le 25 avril. Il comprend des jours de conférences animés par des chercheurs de l'Université de Djibouti, mais aussi des chercheurs qui nous viennent de l'EPFL. Elle sera suivie d'une journée pratique à Il Moucha et d'une journée carrière qui a lieu aujourd'hui, avec des personnalités du milieu professionnel, du MED, du CERD, du PNUD, de l'IGAD, d'une ONG locale, de garde des côtes et bien d'autres, afin de donner un panel de pistes de carrière large aux étudiants. Nous voulons remercier tous nos partenaires qui ont participé à l'organisation de cet atelier, que ce soit le garde des côtes, le MED et le CERD, et aussi l'Office de tourisme. Les résultats ont montré que nos coraux sont en très bon état de santé. Et les étudiants aussi ont très apprécié les échanges qu'il y a eu lors des conférences, mais également lors des journées pratiques. À présent, un mag sur une troupe composée de jeunes talentueux âgés de 8 à 23 ans, qui a acquis une large reconnaissance et un grand succès auprès du public pour ses sketchs comiques, ses chants et ses danses, lors de divers événements et cérémonies organisés dans notre pays. Voici un reportage sur leur parcours. La troupe Iskoufilen, composée de jeunes et talentueux qui sont âgés entre 8 et 23 ans, qui ont acquis une large connaissance et un grand succès pour leurs sketchs comiques, ses chants et leurs danses lors de divers événements et cérémonies, notamment la journée de la femme, la journée de l'enfant, la journée de la jeunesse et les événements contre les mutilations génitales féminines. Cette troupe a également été invitée à se produire lors de plusieurs événements communautaires et à but non lucratif, notamment Village SOS, à Dakatoy Ryushu et à l'Association des jeunes et indivisibles.
Elle a même participé au 12e jeu de la CJCOI à l'île Maurice, grâce à l'énorme succès des troupes, notamment lorsque la troupe a été distinguée et a reçu le grand prix du chef de l'État le 1er novembre 2021, Madame Mariam Abdelkader Moussa, éducatrice et professionnelle du théâtre très respectée, a inauguré la première école de théâtre privé de Djibouti le 19 mai 2022. Le programme de l'école comprend un large éventail de programmes qui sont conçus pour aider les élèves à apprendre à communiquer efficacement et à s'exprimer devant un public, à prendre également confiance en eux et à vaincre leur timidité. Grâce à des jeux d'improvisation, des exercices de langage corporel et de tonalité et d'autres activités. Les élèves apprennent également à maîtriser l'art de la narration, du chant et de la danse. L'un des principaux objectifs de la troupe Iskoufilan est d'utiliser les arts comme un outil d'éducation et de sensibilisation à des questions sociales importantes. La troupe Iskoufilan a également présenté plus de 30 sketchs sur une variété de questions sociales telles que le progrès des femmes djiboutiennes, la parité des sexes, les mutilations génitales féminines, les droits des enfants à l'éducation et notamment à l'éducation inclusive, le patriotisme et la responsabilité civique, l'impact également des médias sociaux et des drogues, de la santé et la protection de l'environnement. La troupe a également produit 2 films, l'un sur l'infidélité et l'autre sur la consommation de drogue. En plus de leur performance, les membres de la troupe Iskoufilan s'impliquent activement dans le bénévolat pour diverses associations et organisations qui promeuvent la paix, l'indépendance et le parrainage d'enfants. Madame Mariam Abdelkader Moussa, fondatrice et directrice de l'école, a un parcours exceptionnel dans le domaine de l'éducation des arts. Mais avec les obstacles, avec les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons dit Iskoufilan. Iskoufilan qui veut dire, nous, on va outrepasser tous les problèmes. Nous avons pu présenter quand même une trentaine, et je dirais même plus de 30 sketchs jusqu'aujourd'hui. Et nous avons fait aussi un téléfilm. La troupe Iskoufilan, la particularité, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la même famille. Quand je dis la même famille, c'est des nièces, des neveux, mes enfants qui jouent, et les enfants de frères et sœurs de cœur. Et c'est ainsi que la troupe Iskoufilan évolue. Je vous emmène au sud du pays, à Addis Abeba, c'est sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, et pour fêter dans la joie et dans l'allégresse de la Eid el-Fitr, que le CDC d'Addis Abeba a organisé une kermesse dans la ville Azajog. Un moment de bonheur et de convivialité offert pour les enfants, mais aussi une autre manière de leur inculper la culture de partage et de tolérance, valeur intrinsèque de notre noble religion. La ministre de la Jeunesse et de la Culture est la première responsable de la jeunesse et de son épanouissement, festoyé à distance avec les bambins de région. Les parents et les enfants se sont montrés réjouis de la bonne organisation de ce kermesse et a félicité le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui n'a pas ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Les parents ont insisté ainsi sur la pérennisation dans le futur de ces genres d'activités hautement bénéfiques pour nos progénitures. À Dikil, à présent, à l'occasion de la Eid el-Fitr, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, toujours dans le CDC de Dikil, a organisé une grande kermesse composant différents jeux de société, jeux d'enfants, etc. Les enfants et les jeunes de tout âge, issus de différents quartiers de la ville de l'unité, sont venus nombreux pour participer à ces jeux qui se sont déroulés dans de très bonnes conditions avec la mobilisation du personnel du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Les jeux étaient composés de sauts de corde, jeux de fléchettes, jeux de bananes, jeux de course à œufs, cours de sac, tir à corde, ainsi que d'autres jeux destinés pour les petits-enfants. Tous les gagnants des différentes catégories des jeux ont bénéficié des récompenses par l'appui indéfectible du MJC. Les parents ont remercié le département de la Jeunesse et de la Culture qui ont remis tous les dispositifs nécessaires pour le bon déroulement de cette journée. Les hautes autorités présentes à cet événement, le préfet adjoint, M. Idriss, le vice-président du conseil régional, M. Ibrahim, et le sous-directeur régional du MJC, M. Omar, se sont
réjoui à l'organisation de ce kermesse. En cette période de fête, ce genre de jeux se sont réalisés à Dikil grâce à l'appui de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, dans le but de répondre aux défis lancés par son ministère, c'est-à-dire la redynamisation et la révalorisation des activités liées à la jeunesse et à la culture sur les bases d'une future axée sur la promotion et l'épanouissement de la jeunesse et de la culture. Les jeunes de la localité de Douda, dans la région d'Arta, ont organisé la semaine dernière la cérémonie des remises des trophées aux équipes et acteurs engagés dans la compétition. Les joueurs ont été récompensés pour leur courage, leur détermination et leur esprit d'équipe. Les trophées ont été remis par les personnalités présentes qui ont chacune prononcé un discours encourageant les jeunes à continuer de participer à ce sport. Il s'agissait du sous-directeur de région, M. Youssef Abdallah, un parlementaire, les sages ainsi que plusieurs autres responsables et membres du SES et de la localité. Le député a souligné l'importance du sport dans la vie des jeunes et a promis de soutenir toutes les initiatives visant à encourager la pratique sportive. Les sages ont quant à eux rappelé les valeurs fondamentales du sport telles que le fair play, le respect de l'adversaire et de l'arbitre, le dépassement de soi et la persévérance. Les jeunes ont quant à eux témoigné de leur joie d'avoir participé à ce tournoi et ont remercié tous ceux qui ont rendu cette expérience possible. Ils ont promis de continuer à s'entraîner dur pour revenir plus fort lors des prochaines compétitions. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive. Les joueurs ont brandi fièrement leur trophée sur les acclamations de la foule et ont partagé ce moment de gloire avec leurs familles et leurs amis. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, le bateau avait disparu depuis plus de 80 années. Il a été retrouvé en mer de Chine méridionale à plus de 4000 mètres de profondeur grâce à l'aide d'un drone sous-marin avec phare douce. Plus de 80 ans après, l'épave d'un navire japonais torpillé pendant la Seconde Guerre mondiale a été localisée mardi 18 avril au large des Philippines. Plus de 1000 personnes se trouvaient à bord au moment de la destruction du navire, principalement des prisonniers australiens. Le Montevideo Maru a été découvert à plus de 4000 mètres de profondeur en mer de Chine méridionale, à 110 km au large de l'île philippine de Luzon. La découverte est intervenue après 12 jours de recherche en moyenne, notamment d'un drone sous-marin équipé d'un sonar. Ce naufrage reste l'une des plus grandes tragédies maritimes de l'histoire de l'Australie. Le Montevideo Maru, un cargo mixte, avait été coulé le 1er juillet 1942 par le sous-marin américain USS Sturgeon, dont l'équipage ignorait qu'il convoyait vers l'île chinoise de Hainan, occupée par l'armée japonaise des prisonniers de guerre alliés. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.